Sécurité, c'est la grande interview. Je reçois Jean-Michel Mis, député La République En Marche de la Loire. Alors, pour parler d'une mission qui lui a été confiée par le Premier ministre Jean Castex pour étudier les nouvelles technologies, pour voir ce qui est possible aujourd'hui en matière de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut vraiment utiliser, notamment avec la perspective des Jeux Olympiques 2024. Jean-Michel Mis, merci d'être avec nous. Merci à vous. Une commande de Matignon, ça veut dire qu'aujourd'hui on prend vraiment au sérieux les nouvelles technologies ? Oui, je n'ai pas la prétention de penser que ce n'était pas le cas avant, mais en tout cas, cette mission était vraiment focusée sur la problématique de l'usage des technologies au service des forces de sécurité intérieure. Ouais. Donc il y avait un état des lieux à faire dans un premier temps, ce qui est fait et ce qu'il faut faire. Oui, je pense que c'est important parce qu'il se fait beaucoup de choses. Les technologies sont multiples, sont très diverses. Elles obéissent à des règles de mise en œuvre, à des cadres juridiques très différents. Et au bout d'un moment, il fallait peut-être donner justement à travers ce rapport une cohérence, ou en tout cas une grille de lecture qui permet de pouvoir construire une réflexion et puis évidemment apporter dans ce rapport également des propositions. Alors 70 pages, vous avez listé tout ce qui va se faire de mieux en matière de sécurité, d'équipement électronique. Alors l'idée c'était de faire non pas une revue générale, parce que pour deux raisons. Parce que c'est extrêmement difficile de faire l'état de l'art sur l'ensemble des technologies et de les hiérarchiser d'une certaine manière. Et parce qu'on est sur des enjeux technologiques, donc par définition, si on veut pérenniser plutôt une doctrine, une réflexion, il ne faut pas forcément focaliser uniquement sur un sujet, parce qu'il faut essayer de trouver justement un mode d'enrôlement et un mode d'usage plus large que le fait d'être sur du conjoncturel. Voir ce qui se fait de mieux aussi à l'étranger ? Oui, bien sûr, parce que dans ce rapport, il y a le Premier ministre qui était extrêmement attaché, il y a une vraie composante de souveraineté technologique, de faire gagner en maturité et puis surtout de faire recours plus souvent possible à des technologies nationales. Et donc, par définition, il faut essayer quand même de regarder ce qu'est l'état de l'art à l'étranger. Alors, ce rapport, donc, remis jeudi 8 septembre, c'est bien ça, je ne me trompe pas? C'est bien ça. Alors, faites-nous un petit peu la liste, donc le déroulement de ce rapport. On parle des enjeux. Alors, sur les enjeux, je crois qu'il y a plusieurs enjeux dans ce rapport. Évidemment, il y a des objectifs qui ont été donnés en termes de calendrier, parce que nous avons à organiser maintenant, dans 2 ans, des grands événements sportifs que sont les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de rugby. Et donc, en soi, ce sont des enjeux de sécurité extrêmement forts. Et évidemment, les enjeux de technologie sont des outils qui peuvent être utiles compte tenu de l'importance des dispositifs qui sont déployés dans ces jeux. Le deuxième enjeu, c'est l'arrivée à maturité et conforter notre filière française qui a été inscrite dans un contrat de filière, mais au-delà d'un texte et d'un engagement formel, il faut ensuite le faire vivre et puis apporter un certain nombre de réponses aux entreprises, parce qu'elles ne vivent pas que de leurs frais et du temps. Il faut qu'elles puissent avoir des garanties sur l'usage de leurs outils. Et le dernier enjeu, c'est un enjeu de liberté publique très fort, parce que, bien évidemment, on est souvent sur le fil du rasoir lorsqu'on parle de technologie et de sécurité. Les deux mots sont parfois un peu frères ennemis, et il faut expliciter le sujet et apporter de manière aussi plus ferme une manière de réfléchir pour que des garanties soient apportées en termes de liberté publique. On en parlera donc du cadre légal, mais il y a des technologies qui peuvent être utilisées, d'autres non. Je pense par exemple à la reconnaissance faciale. Quelle est votre position ? On essaye dans ce rapport de faire ce que j'appellerais une matrice de risque, c'est-à-dire de regarder en fonction des finalités, puisque c'est le terme qui est utilisé, de quelle finalité on veut mettre en œuvre à travers ces technologies, quel était dans le même temps le risque qui est corrélé à ces technologies, et le risque à la fois parce que certaines technologies n'ont pas un degré de maturité suffisante, mais on estime qu'il ne serait pas forcément pertinent et utile à nos forces de sécurité, ni pour les mettre en danger, ni pour leur donner du matériel qui ne serait pas adapté. Et puis, en termes de risque, parce qu'on considère, et vous avez cité la reconnaissance faciale, et compte tenu des exemples étrangers, effectivement, ça mérite d'être prudent, d'ouvrir la réflexion. Moi, je souhaitais ouvrir cette réflexion parce qu'il n'y a pas de vocation à avoir des sujets tabous dans ce rapport.
Mais par contre, évidemment, il y a des risques de respect de la vie privée, de protection des libertés fondamentales. Et je pense que les deux sont vraiment intrinsèquement liés. On a tendance à opposer parfois l'une à l'autre. Moi, je pense que dans un État démocratique moderne, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. L'une est consubstantielle de l'autre. Mais la reconnaissance faciale qui est utilisée en Israël, le long des frontières, en France, ce ne serait pas possible pour des raisons peut-être éthiques? Oui, je pense qu'il y a des aspects culturels. Premièrement, des aspects géostratégiques. Israël est un État qui est en conflit ouvert, permanent, en partie avec une frange effectivement de son territoire et des pays limitrophes. Et je pense que c'est pas du tout notre vision des choses. De même que la détection du comportement, les gestes, ça c'est pas quelque chose qui est possible? Alors là, on est dans un mode plus dégradé de contrôle. Effectivement de comportement. Je pense que là, on peut, réfléchir, et c'est l'objet de ce rapport, d'apporter des réponses sur ce qu'on appelle les situations de danger, identifier les situations de danger qui peuvent faire appel à des techniques de reconnaissance biométrique éventuellement. Pas forcément la reconnaissance faciale, mais la reconnaissance de comportement qui est une autre application possible des technologies d'intelligence artificielle. Ne s'interdit pas de réfléchir à la manière de les utiliser. Ça, pour l'instant, le Premier ministre n'a pas donné encore son sentiment. Il regarde, il va lire le rapport. Il y a le scanner corporel qui est aussi cité dans ce rapport. Oui, voilà également un outil qui pourrait être utile. On sait que dans des grands événements ou dans des manifestations publiques assez larges, on accueille beaucoup d'événements en France. On aura également l'année prochaine, en 2024, la commémoration du débarquement, par exemple, qui va faire venir en France énormément de public. Donc, on a eu des G7, on a eu des G20, donc des grandes manifestations populaires. Également une manifestation de golf qui a eu lieu il y a 2 ans. Donc il faut pouvoir vérifier, et je crois que c'est un problème de sécurité, on le voit bien dans les enjeux qu'on vit aujourd'hui, que les personnes ne sont pas porteuses sur elles d'armes qui pourraient être dangereuses. Donc ce saut technologique, bien entendu, vous le mettez en exergue, et il le faut si on veut avoir une sécurité maximum et optimum en France. Oui, parce qu'on est dans un moment assez particulier où nos concitoyens acceptent finalement assez facilement le recours à des technologies qu'on considère invasives, comme la reconnaissance faciale, mais dans un usage privé, dans le cadre de leur activité commerciale, pour faire un achat en ligne, pour déverrouiller leur téléphone. Et paradoxalement, on a une résistance, une réticence à le faire dès lors que l'État, la puissance publique plus généralement, vous en demande finalement, vous en intime l'ordre ou vous demande de vous y soumettre. On l'a connu dans une version différente avec le pass sanitaire, avec l'application Stop Covid. Et donc, ce sont vraiment des enjeux qui sont au cœur également de cette réflexion, plus sociétale, plus philosophique sur l'usage des technologies. Ouais. Mais c'est également pour aider, soutenir les forces de l'ordre qui sont parfois désemparées. On le voit souvent dans les banlieues avec les attaques qui se multiplient, le quart de police qui recule par peur donc d'être attaqué. Comment faire? Est-ce que vous faites des propositions en ce sens? Bien sûr, il y a des propositions qui ont été construites dans ce rapport il y a déjà quelques mois et qui ont, je pense, à travers des échanges qu'on a pu avoir avec les différents ministères et les différents acteurs qu'on a rencontrés, faire maturer un certain nombre de textes et sans avoir la prétention de dire que ce rapport a été vraiment un catalyseur. Il a en tout cas nourri une réflexion sur l'usage qu'on va avoir, notamment avec les drones et avec les véhicules embarqués, puisque un des aboutissements de ce rapport, c'est quand même de retrouver dans le texte qui est présenté au Parlement la semaine prochaine des éléments de réponse sur ces outils qui, comme vous le dites, peuvent être utiles aux forces de sécurité. Et que la police, les autorités appellent de leur vœu, c'est-à-dire il y a un véritable besoin. Vous l'avez ressenti, ça aussi, en rencontrant les autorités? Oui, bien sûr. J'ai pu rencontrer un certain nombre d'acteurs de terrain également, pas simplement les administrations centrales, parce que je crois que c'est important de prendre le pouls de ceux qui, quotidiennement, s'engagent à titre personnel et parfois au péril de leur vie et sont amenés à mettre en œuvre de manière opérationnelle les choses. Donc c'est important d'avoir le regard général, parce qu'il est hors de question de prendre des mesures qui ne soient pas uniformes sur le territoire, mais en même temps, il faut aussi prendre la réalité du terrain. Et c'est vrai que c'est attendu.
l'interruption des drones, qui est consécutif à la décision du Conseil constitutionnel, a été un peu mal vécue parce que les policiers avaient l'impression d'être mis en cause de fait, ou les gendarmes d'ailleurs, hein, puisque quand je parle des forces de sécurité intérieure, j'englobe l'ensemble des forces civiles. Également les forces sentinelles qui concourent à des missions publiques. Et donc, effectivement, ils l'ont mal vécu. Donc, l'idée, c'est de leur permettre de disposer de ces outils en étant respectueux de deux choses, parce que je crois que c'est pas donner des outils nouveaux parce qu'elles existent, c'est vraiment c'est de donner des outils parce qu'ils sont utiles. Donc, un principe de nécessité, vraiment avoir besoin de ces outils pour des missions qu'ils ne pourraient pas accomplir, et puis avec, évidemment, un principe de proportionnalité, pour voir, et d'où la matrice de risque, pour vérifier que les outils sont bien conformes aux usages et aux garanties qui peuvent être apportées. Alors il y a quand même la question du coût. Longtemps, on a entendu dire que la police n'avait pas les moyens, n'avait pas assez de soutien financier. Est-ce que vous pensez qu'on est à la veille d'un vrai changement et que le gouvernement actuel est prêt à débloquer des fonds pour ces nouvelles technologies? C'est déjà le cas depuis 2 ans. Depuis plus longtemps, mais depuis 2 ans, c'est visible parce que les budgets qui ont été votés et les budgets que Gérald Darmanin a fait voter dans les lois de finances font qu'aujourd'hui, concrètement, les policiers et les forces de sécurité voient arriver sur le terrain un certain nombre de choses qui ne sont pas que technologiques. Hein. L'amélioration des conditions de travail, ça passe aussi par des locaux décents, par la capacité d'avoir des véhicules qui soient quand même à peu près au standard de ce qu'on est en droit d'attendre. Mais ça passe bien sûr par des dotations d'équipements technologiques qui leur permettent d'améliorer leur mission. Ça a été le cas avec les tablettes, par exemple, NeoGend, les tablettes Neo, qui permettent de faire des procédures aussi dématérialisées, leur faire gagner du temps. C'est l'un des objectifs de cette dotation. Les caméras piétons également qui arrivent. Alors les caméras piétons qui viennent d'arriver, les nouvelles générations, elles sont très bien reçues parce que justement, elles sont d'un emploi beaucoup plus simple qu'avant. Les policiers ont compris que c'était également un outil de protection parce que ça leur permet d'avoir aussi dans un monde où toute scène aujourd'hui est filmée par des smartphones et où on conserve parfois, évidemment, selon l'intérêt des acteurs, ce qui peut faire argument pour les uns pour les autres. Donc ils ont compris que d'avoir leurs propres ressources en termes d'image, c'était important. Et puis c'est aussi parce que quand on est filmé, généralement, je ne parle pas des individus les plus extrêmes, mais généralement on se comporte d'une manière différente et en général les relations se passent beaucoup mieux. Alors ce rapport, s'il est suivi des faits, donc est-ce que c'est envisageable de commencer à passer des commandes avant la présidentielle ou est-ce qu'il faudra attendre le prochain mandat? Première question. Et deuxièmement, comment le financer justement? Est-ce qu'on fera appel à des entreprises françaises? Alors, pour la première partie de votre question, oui, évidemment, l'objectif du rapport, c'était pas de faire une espèce de boîte à outils uniquement pour nourrir un programme ou des réflexions à l'occasion des échéances politiques qui viennent. C'est vraiment un rapport qui a vocation à trouver toute sa place dès maintenant dans les lois qui vont venir au Parlement. Il y a 2 véhicules possibles. Donc la loi, effectivement, qui arrive sur l'irresponsabilité pénale et la sécurité intérieure, qui sera présentée dès la semaine prochaine au Parlement, qui va comporter des éléments qui sont conformes à ce rapport, notamment les caméras embarquées et les drones, peut-être d'autres éléments que le débat va nourrir. Et puis, évidemment, au-delà de ça, il y a le budget qui arrive, le projet de loi de finances qui sera présenté le 22 septembre en Conseil des ministres et dont j'espère, et je ne désespère pas, que justement un certain nombre de lignes de financement permettent les expérimentations que je souhaite dans ce rapport. Et donc, indirectement, ça répond à votre deuxième question, permettre à nos entreprises d'avoir, non pas comme d'habitude, la possibilité de répondre à des appels à projets, parce que les grands groupes en ont l'habitude, les entreprises de taille intermédiaire ou plus petites, ça leur demande, qui sont parfois extrêmement innovantes, n'ont pas forcément tout le temps la possibilité d'accéder à ce type de financement, qui est d'un point de vue technique très administratif. Et donc ce qu'ils demandent, c'est qu'on puisse également passer tout simplement des marchés, des appels d'offres concrets qui leur permettent de générer vraiment du chiffre d'affaires et de pérenniser leur recherche et développement, qui est un des problèmes clés dans l'innovation. Donc appel d'offres, mais dans l'hypothèse où la technologie ne serait pas française, comment cela se passerait? Alors moi, je ne suis pas... j'ai été contributeur en tant que vice-président d'un rapport parlementaire qui était rendu au mois de juin sur la souveraineté nationale et européenne. Je n'entends pas ce mot comme
comme un enfermement sur des technologies qui ne seraient justement pas matures et qu'on privilégierait au détriment d'autres solutions. Parce que je pense qu'on est dans un monde ouvert et qu'aujourd'hui, on l'a vu avec le Minitel ou avec d'autres innovations technologiques, on ne refait pas ce genre d'erreur de fois. Je suis plutôt favorable à ce qu'on puisse, en tenant compte de nos points forts, et on en a beaucoup, travailler aussi en bonne intelligence avec des entreprises qui sont dans des pays qui partagent également un certain nombre de valeurs communes sur la vision des droits de l'homme. Il n'est évidemment pas question de prôner des coopérations avec des pays qui seraient sur des logiques différentes, on évidemment. On ne va pas les citer, bien sûr. Non, je ne préfère pas les citer parce qu'il y en aurait beaucoup. Il y en a qui viennent à l'esprit, mais il y en a d'autres. Mais il y a aussi des risques souvent d'espionnage. On l'a vu avec une grande marque chinoise, notamment qui développe la 5G. Il y aura peut-être des doutes, on ne va peut-être pas aller trop loin sur ce sujet. Ben, c'est également ce que je dis en creux dans le rapport, c'est que quand on parle de souveraineté et quand on parle de commande publique et de technologie, il faut effectivement pouvoir avoir une capacité d'analyse extrêmement fine de ces outils, parce qu'on peut effectivement, et ça a été démontré malheureusement, que l'achat de matériel parfois provenant de pays peu scrupuleux pouvait créer des failles dans notre système de protection. Et donc c'est un point de vigilance extrêmement fort. L'intérêt de la souveraineté, c'est effectivement aussi de garantir plusieurs choses. Évidemment, le caractère opérationnel du matériel qu'on achète, parce qu'il faut garantir que dans la durée, il fonctionnera. On a eu ce problème sur des achats de caméras piétons, justement, qui n'étaient ni sécurisés d'un point de vue cyber, ni forcément fiables. Et puis, le deuxième aspect, avec des outils comme Imani, ces outils sont amenés à manier aujourd'hui des quantités de données importantes qui soient capables, en termes de protection et de robustesse, de répondre aux standards de cybersécurité qu'on est en droit d'attendre. Mais vous qui avez étudié vraiment la question, on a la filière en France qui est capable de faire tout ça? On a les PME, les entreprises françaises qui peuvent répondre à ces appels d'offres? Ce rapport a deux parties, c'est cette partie synthèse dans un premier tome. Il y a une deuxième partie qui est un volume complémentaire, qui ne sont pas, contrairement à d'habitude, des annexes, parce que j'ai souhaité justement que ce soit aussi une manière pour nos entreprises. Il y en a un certain nombre qui ne sont pas exhaustives, évidemment, mais montrer un peu quelles sont leurs réflexions et montrer que cette prise en compte, justement, de nos entreprises permet de répondre à une grande partie de nos problèmes de sécurité. Pas tout, c'est pour ça que je parle de coopération, mais on a quand même énormément de ressources, il faut simplement qu'on soit plus vigilant sur la manière de les détecter. Ça, c'est malheureusement ce que font bien certains pays étrangers, notamment les États-Unis, qui ont une vraie capacité à mettre en relation le B2G, donc la relation entre le monde de l'entreprise et les grands donneurs d'ordre publics. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore culturellement très fort chez nous, et on doit être beaucoup plus offensif et proactif sur la capacité, par exemple, d'un ministère comme le ministère de l'Intérieur, à pouvoir aller identifier, aller sourcer des technologies qui correspondent à ses besoins et à leur permettre justement de gagner en maturité et de gagner leur part de marché sur le territoire national. C'est important pour nous, c'est important pour ces entreprises parce que ça leur donne aussi, entre guillemets, une carte de visite à l'international. On comprend bien que sur des enjeux comme ça, ne pas être reconnu forcément dans son propre pays peut être un frein évident. Mais est-ce qu'il y a des exemples que l'on pourrait utiliser, des exemples étrangers? Est-ce qu'il y a des pays qui sont mieux positionnés en termes de sécurité intérieure, avec des technologies déjà très avancées? Oui, bien sûr, les grands pays dont je parlais tout à l'heure, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, mais l'Allemagne également. Il n'y a pas de pays qui ne prennent pas en compte cette dimension-là, en fonction évidemment de leur tradition, et puis aussi de la manière dont la loi est votée chez eux, entre un État fédéral évidemment et un État comme la France. Mais vous avez des pays beaucoup plus petits, comme l'Estonie, comme des pays également comme le Danemark, qu'on n'a pas forcément en tête, comme la Suède, des pays nordiques d'une manière générale, qui ont aussi une histoire, pour certains, qui est liée à la guerre froide. Donc ils ont gardé aussi une culture de l'indépendance stratégique et une relation au pouvoir qui est différente. J'ai eu l'occasion d'aller en Estonie, par exemple. C'est un pays qui est sorti récemment, finalement, de la sphère soviétique. Il y a
peine en 91, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est assez récent. Et pourtant, ils n'ont pas une défiance de l'État comme on peut l'avoir en France. Alors chaque cas doit être regardé parce que justement, il n'y a pas la même approche culturelle et sociétale. Mais des pays qui ne sont pas forcément les très grands pays qu'on vient de citer ont quand même une capacité à avoir une autonomie en termes de sécurité. On doit s'inspirer de ces exemples. Mais justement, la sécurité ne passe que par les nouvelles technologies ou est-ce qu'elle passe aussi par l'homme mieux formé et plus autoritaire? Alors c'est l'un des piliers du rapport également, parce que je pense qu'une technologie en soi, c'est un outil. Il peut être bon, il peut être mauvais, ça dépend de la manière dont on va s'en servir, et effectivement, il faut que la main reste humaine, que ce soit un outil d'état de la décision, mais il est vraiment, et ça c'est un point dur que je fais dans ce rapport, effectivement, il ne faut pas que ces technologies deviennent automatisées et ne fassent plus appel, que ce soit une forme de boîte noire où les opérateurs ensuite n'ont la main sur plus grand-chose. Je pense que l'humain doit rester au cœur du dispositif et de la prise de décision, d'où les enjeux de formation très forts dans ce rapport, culturel, technique et d'une manière générale, porter à connaissance aussi un certain nombre de pratiques. C'est vraiment une formation en termes de ressources humaines également, pour que les choses soient beaucoup plus fluides. On est dans une administration, mais ça d'Intérieur, de manière générale, ce ne sont pas des endroits où on parle beaucoup forcément, ils sont parfois un peu verticaux. Et il faut créer également une culture qui arrive, hein, c'est pas non plus, on part pas de rien, mais une culture de la transversalité, de la remontée de terrain avec plus de fluidité pour avoir plus d'efficacité. Alors avant de conclure, on voit que l'armée, la défense nationale est équipée de nouvelles technologies. Est-ce qu'elle serait plus en avance, notamment que les services de sécurité français, la police, tout simplement, la gendarmerie? On ne peut pas dire ça comme ça parce que beaucoup d'outils qui sont utilisés sont produits par des entreprises qui, effectivement, ont une fonction un peu duale, sont à la fois sur des enjeux militaires et sur des enjeux civils. Et l'un nourrit l'autre. On n'est plus dans une logique où, contrairement à ça a pu être le cas, où le militaire vraiment, on avait ensuite une déclinaison civile quelques années après. L'exemple, pour le coup, israélien est bon, parce qu'on peut très bien avoir sur des enjeux d'intelligence artificielle des développements qui seront à la fois militaires et civils. Il faut que ces ministères, c'est le cas aujourd'hui, confrontent leurs idées, se parlent, participent au même salon, créent des lieux, des passerelles, des lieux de porosité pour que les équipes soient effectivement plus connectées. Le ministère de la Défense a effectivement compris, peut-être un peu avant, avec la Direction générale de l'armement, qu'on pouvait effectivement avoir besoin d'un silo industriel. Et pour remplir des missions, il faut qu'on ait la même conscience, qu'on crée un peu les mêmes process pour pouvoir offrir à nos forces de sécurité intérieure des équipements à la fois souverains et performants. Donc si on devait résumer l'esprit du rapport, c'est il faut passer la vitesse supérieure et on peut avoir les moyens de se doter d'une force de sécurité vraiment efficace, optimum. Oui, le rapport est vraiment, de ce point de vue-là, je pense, dans une dimension offensive, mais on n'est pas sur le risque, on est vraiment sur l'opportunité. Je pense qu'on peut être optimiste sur notre capacité à faire. On en a encore la possibilité, c'est ça qui est important. On n'est pas encore obligé d'acheter sur étagère des solutions que malheureusement nous ne saurions plus produire. Mais bon, on est sur des enjeux où les années qui viennent vont compter double ou triple à tout point de vue, comme le dit le Premier ministre d'ailleurs. Et où l'insécurité risque de grandir encore. Alors en tout cas, grandir, ou en tout cas elle est déjà à un niveau qu'il faut résorber. Évidemment, la technologie peut y contribuer, avec la mise en œuvre évidemment des moyens humains. On est un peu à croiser des chemins sur ce sujet-là, et bon, je pense que ce rapport peut apporter une contribution à cette réflexion. Merci beaucoup Jean-Michel Miss, je le rappelle, député La République En Marche de la Loire. Vous avez remis ce rapport donc à Jean Castex, Premier ministre, pour étudier toutes les possibilités des nouvelles technologies au service de la sécurité. Merci, restez avec nous sur A-News Sécurité.